Bonjour, bienvenue au 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, 10 questions sur le harcèlement, mais tout de suite, les brèves de la semaine. La Cour de justice de l'Union européenne admet que le temps de travail de nuit dans la fonction publique peut être différent que dans le secteur privé. Services publics environnementaux. Il y a eu une instruction sur la vigilance nécessaire des services de contrôle de légalité quant à la fixation des taux de TOM. C'est logique puisque commencent à affluer des recours en la matière faits par les, entre guillemets, class actions, les actions collectives contentieuses qui peuvent désormais être faites. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que dans cette instruction, il est dit « Oh, attention, le juge a censuré des taux de 15% d'excédent, etc. » alors que la jurisprudence de ces toutes dernières années est en fait bien plus nuancée. Et services publics environnementaux toujours, mais assainissement, un décret a été publié sur la reuse, la réutilisation des eaux usées traitées. C'est déjà possible dans un certain nombre de domaines. Quelques nouveaux domaines sont donc couverts par ce décret. En matière d'urbanisme, le Conseil d'État a répondu à une question: devant quel juge faut-il aller quand on parle d'indemnisation des préjudices causés par un permis de construire, valant également autorisation d'exploitation commerciale. La Cour de cassation, de son côté, a défini ce qu'il faut entendre par la notion de trottoir. Et puis, on peut contester le BOSS. Le BOSS, c'est le bulletin officiel de la Sécurité sociale, et on peut contester les commentaires de l'administration sur le BOSS, ce qui peut avoir un certain nombre de conséquences en matière de cotisation sociale, notamment. Les collectivités seront intéressées aussi par le fait de savoir qu'il y a un nouveau service en ligne sur les successions vacantes, ce qui pour un certain nombre de cas, pour des biens mis en dépôt, pour des édifices menacés en ruine ou autres, peut être utile, ou pour des récupérations de biens vacants et sans maître. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici. Passons maintenant à notre grand dossier, fonction publique, 10 questions sur le harcèlement. Bon, le harcèlement est défini par un certain nombre de textes, notamment voici des textes du Code général de la fonction publique qui définissent ce qu'est le harcèlement. Par exemple, pour le harcèlement moral, c'est des actes répétés, des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte au droit à la dignité donc d'un agent, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Mais à côté de tout ceci, il y a donc un ensemble avec des protections, avec des sanctions, et au total on se retrouve avec des régimes juridiques qui ont leur part de complexité entre les questions de contentieux qui peuvent être de légalité, disciplinaire, indemnitaire, pénale, en retour de boomerang de possibles diffamations ou dénonciations calomnieuses, et des problématiques à côté de management d'une part et d'octroi ou non la protection fonctionnelle d'autre part, avec un équilibre parfois délicat à conduire. J'ai voulu sur tout ceci poser 10 questions à Lorraine Krantz et Guillaume Glénard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Eric. Commençons par toi Lorraine. Est-ce qu'un management cassant, c'est du harcèlement ? Eh bien, en principe non. Le management cassant n'est pas constitutif de harcèlement moral. On peut avoir des tensions dans un service, des carences managériales. Ça ne suffit pas à qualifier une situation de harcèlement moral, même si souvent des agents peuvent s'en plaindre. Et ensuite, Guillaume, on organise une enquête. Oui, il est absolument indispensable, lorsqu'un agent se plaint de harcèlement moral, d'effectuer une enquête administrative. Et pourquoi ? L'objectif consiste à établir les faits pour savoir si les allégations de l'agent sont fondées ou ne le sont pas. Et avec quel conseil en termes de composition et de méthodologie ? Alors pour effectuer cette enquête administrative, il faut composer une équipe qui sera composée de personnes internes à la collectivité, 2 ou 3, mais il est tout à fait possible et même parfois utile de faire appel à une personne extérieure. Par exemple, on peut demander au centre départemental de gestion, pour une commune, pour un département, pour une région, de mettre à disposition un agent qui va participer à cette enquête administrative. En revanche, dans l'équipe d'enquêteurs, entre guillemets, bien évidemment, ne doit pas figurer la personne qui est accusée, à tort ou à raison, peu importe, mais qui était accusée de harcèlement moral. Et comment choisir les prestataires externes qui souvent complètent cette équipe composée en interne? L'idée, c'est de faire appel à des personnes qui connaissent le monde des collectivités publiques
qui ont des compétences, par exemple managériales, ou qui ont des compétences dans le domaine de la santé psychologique, par exemple, des agents. Mais on est bien d'accord, ni copain, ni avocat. Il faut faire attention que les personnes qui vont conduire l'enquête sont impartiaux, donc il ne faut pas qu'il y ait des liens d'amitié ou de proximité avec l'agent qui accuse, qui se dit victime de harcèlement moral, ni avec la personne qui est accusée de harcèlement moral. Est-ce que l'on peut faire appel à des avocats? La question est un peu délicate. D'abord, sur le plan de l'opportunité, il ne nous paraît pas très opportun de faire appel à des avocats, tout simplement parce que cela est de nature à intimider les agents qui vont être auditionnés. Ceux-ci peuvent se dire « Oh là là, il faut que je fasse attention à ce que je dis » et cela peut faire perdre de la spontanéité à leur témoignage. Et puis par ailleurs, mettre un avocat dans la boucle, si je puis dire, ça a aussi un autre inconvénient, c'est que en principe, conformément aux règles déontologiques des avocats, il faudrait indiquer à chaque personne auditionnée qu'elle peut venir avec son propre avocat, ce qui ne serait vraiment pas du tout opportun dans le cadre d'une enquête administrative qui doit rester une enquête interne. Et s'il y a du pénal en parallèle ? Attention, si parallèlement à l'enquête administrative, une enquête pénale a lieu, il faut prendre un certain nombre de précautions pour s'assurer qu'il n'y aura pas de difficultés sur le plan de la procédure pénale, et pour cela, nous ne pouvons que vous recommander de consulter votre avocat qui vous conseillera sur l'aspect pénal. Et quel conseil ensuite quant à l'organisation de l'enquête elle-même ? Il n'y a aucune règle. Ce qu'il faut, c'est auditionner l'ensemble des agents du service où les faits allégués auraient été commis, puis ensuite entendre l'agent qui se dit harcelé et également l'agent qui est accusé du harcèlement. Au stade de l'enquête, il n'y a pas d'autre formalité, comme je l'ai dit, à suivre, notamment il n'y a pas d'obligation de respecter le principe du contradictoire. L'idée, c'est simplement d'essayer d'établir les faits. C'est ensuite éventuellement qu'il y aura une procédure contradictoire qu'il faudra qu'il faudra respecter. C'est dans l'hypothèse où l'enquête révélerait une faute disciplinaire, et à ce moment-là, bien évidemment, si une procédure disciplinaire est engagée, le principe du contradictoire devra être respecté. Et peut-on sanctionner un agent qui a tort ou a raison dénonce un fait de harcèlement ? Alors en principe, non. Évidemment, c'est l'article L133-3 du Code général de la fonction publique qui indique sans aucune ambiguïté qu'aucune mesure concernant notamment la discipline ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire au motif qu'il a notamment relaté des faits de harcèlement. C'est pareil d'ailleurs au motif qu'il a subi des faits de harcèlement ou qu'il a engagé un recours en vue de faire reconnaître un harcèlement. Il faut savoir que cette absence de mesures disciplinaires est valable même si la plainte fait l'objet d'un classement sans suite, donc même s'il n'y avait pas, au final, de harcèlement. Pour autant, dans certains cas, par exception, on va pouvoir sanctionner un agent qui a dénoncé des faits de harcèlement. C'est le cas si l'agent a manqué à son devoir de réserve dans la façon dont il a dénoncé les faits, ou encore s'il y a eu un abus dans la manière, encore une fois, de dénoncer ces faits. Et là-dessus, on a un arrêt très récent du Conseil d'État du 29 décembre 2021 qui reprend ce principe, et le rapporteur public vient nous donner une sorte de grille d'analyse pour ces situations. Donc dans un premier temps, il faut vérifier si oui ou non il y a eu harcèlement, puisqu'évidemment, si le harcèlement est allégué, la sanction probablement s'inscrit dans le cadre de ce harcèlement, et elle est illégale de fait. Mais si le harcèlement n'est pas allégué, est-ce que l'agent peut être sanctionné ? Là, le juge doit déterminer si les dénonciations ont été faites de bonne foi. Pour savoir si une dénonciation est faite de bonne foi, on procède en deux temps. Le premier temps, c'est de vérifier si l'agent s'en est tenu à des considérations de fait pour caractériser l'existence de son harcèlement moral. Et le deuxième critère, c'est de savoir s'il a bien adressé ces dénonciations à des personnes qui avaient vocation à connaître des agissements. Donc notamment le supérieur hiérarchique ou un référent interne qui a été désigné à cet effet.
Et c'est seulement lorsque ces personnes n'ont pas réagi aux dénonciations qu'à ce moment-là, l'agent peut rendre les faits publics. Sinon, il ne peut pas le faire. C'est en quelque sorte le même régime que celui des lanceurs d'alerte, puisque le harcèlement étant un délit, l'agent qui dénonce des faits de harcèlement se trouve de fait être un lanceur d'alerte et doit respecter le même régime pour bénéficier de la protection qui va avec. Et l'agent harcelé peut-il demander la protection fonctionnelle? L'agent harcelé peut tout à fait demander la protection fonctionnelle. Celle-ci lui sera accordée au vu des résultats de l'enquête administrative. Il est clair que si l'enquête administrative conclut à ce qu'il n'y a aucune forme de harcèlement de manière certaine, la protection fonctionnelle pourra être refusée à l'agent qui s'est dit harcelé. En revanche, si l'enquête administrative conclut à l'existence de harcèlement ou à une vraisemblance du harcèlement, alors à ce moment-là, la protection fonctionnelle est due à l'agent harcelé. Eh ben, merci, au revoir à tous les deux. Au revoir. Merci, bonne journée. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.